Je vous remercie pour l'invitation et pour pouvoir vous présenter cette problématique. Donc, mesdames et messieurs, la question de la personnification juridique des animaux, pourquoi et comment? Alors, la question la personnification juridique des animaux est un enjeu incontestablement d'envergure internationale, un enjeu juridique d'envergure internationale. Vous avez sans doute entendu parler de l'action du Non-Human Rights Project menée par Stephen Wise aux États-Unis devant les tribunaux pour obtenir, via la procédure de l'habeas corpus, la reconnaissance de la personnalité de grands singes notamment. En 2008, en Espagne, on a été tout près aussi de voir l'adoption de la personnalité juridique des grands singes sous l'impulsion de la branche espagnole du projet Grand Singe. En Argentine, très récemment, une chimpanzé, Cecilia, a obtenu la personnalité juridique, d'ores et déjà. C'est donc un enjeu juridique d'envergure internationale et du coup un enjeu aussi très souvent médiatique, même si le sujet n'est pas encore beaucoup sur le devant de la scène en France pour le moment, mais je pense qu'il va l'être de plus en plus. La question, lorsqu'on parle d'enjeux également, non pas simplement juridiques, mais médiatiques, c'est est-ce que la personnalité juridique des animaux pourrait n'être finalement qu'un simple gadget à fin de communication médiatique? Alors la réponse est oui, elle peut l'être, ça peut n'être qu'un simple gadget si la personnification est mal faite. L'objet de cette intervention sera de montrer les conditions auxquelles il faut répondre pour éviter ce résultat. Mais par contre, si la personnification est juridiquement bien faite, personne ne peut douter que l'enjeu est très important au niveau symbolique. C'est-à-dire, on comprend bien, c'est quelque chose d'assez spectaculaire, la personnalité juridique. On sent bien que quelque chose d'important se joue au niveau de nos représentations collectives. En particulier, elle marquerait cette personnification des animaux, un recul de l'anthropocentrisme, un recul millénaire de cet anthropocentrisme. Jusqu'à présent, seul l'humain est considéré comme une personne entendue d'une manière symbolique, c'est-à-dire qu'évidemment, l'humain n'est pas la seule personne, puisqu'on a les personnes morales, les associations, les entreprises, mais lorsqu'on associe une forte portée symbolique à la personnalité, à ce jour, seul l'humain a une personnalité qui a une telle portée. Même si la personnification juridique des animaux était bien réalisée, je le disais, sa portée serait surtout symbolique, ce serait son grand intérêt pour moi. Alors on peut se poser la question, dans ce cas-là, de l'intérêt de la personnification, parce que finalement, on cherche surtout à faire avancer la condition animale. Et des progrès symboliques sont certes intéressants en cela qu'ils préparent des évolutions, mais il ne faudrait pas non plus que le symbolique vienne se substituer en quelque sorte à l'action concrète. Donc c'est vrai que la personnification juridique des animaux est importante sur le plan symbolique, mais j'aimerais insister sur ce point-là. Elle ne doit en aucun cas se substituer à l'action concrète. Pour autant, il faut faire avancer la cause animale là où on le peut, et c'est vrai que le fait de se satisfaire de progrès symboliques est, il faut bien le reconnaître, une symptomatique peut-être d'une cause animale qui n'arrive pas à avancer pour les blocages qu'on connaît, les blocages politiques qui empêchent les avancées dans l'opinion très importantes de se concrétiser sur le terrain législatif. Donc, cette personnification juridique des animaux est un enjeu symbolique important, même assez spectaculaire, et pourrait assez facilement apparaître comme quelque chose de presque utopique. Est-ce qu'on peut vraiment imaginer que, par exemple, les grands singes, puisqu'on parle souvent de la personnalité juridique des grands singes, est-ce qu'on pourrait imaginer que ces grands singes puissent être des personnes comme les humains ? C'est sans doute un argument que feront valoir les opposants à cette démarche,
ce serait une lubie animaliste, quelque chose qui n'aurait pas d'assise. Mais je pense qu'il ne faut pas surestimer le poids dans l'opinion qu'auraient ses opposants, parce qu'on a voulu, avec l'association que j'ai cofondée, vérifier l'acceptabilité de la personnification juridique des grands singes. Et on s'est rendu compte que ce projet, effectivement révolutionnaire sur le plan symbolique, est totalement réaliste sur le plan politique, puisque à la question posée en 2016 avec l'Institut de sondage IFOP, pensez-vous souhaitable de protéger les grands singes en leur attribuant une personnalité juridique qui leur confère des droits fondamentaux inhérents à leur dignité, tels que le droit à la vie, le droit à la liberté et le droit à ne pas subir de mauvais traitements? Vous voyez que la formulation ne laisse aucune ambiguïté sur l'aspect symbolique attaché à la personnification. On parle de dignité, de droit à la vie, etc. Et la réponse était de 80%. C'est extrêmement encourageant. Par ailleurs, il faut savoir que la personnalité juridique, je vais y revenir tout à l'heure, n'a pas besoin de concerner tous les animaux, elle peut concerner certains animaux. Or, il se trouve, à mon avis, que les animaux qu'elle doit concerner sont des animaux qui ne sont pas exploités. Ça signifie donc que la personnification de ces animaux ne rencontrerait pas véritablement d'obstacles de la part de lobbies d'exploitation, tout simplement. Il n'y aurait pas d'enjeu économique, pas d'intérêt économique véritablement remis en question. C'est une question surtout de représentation symbolique. Ça fait donc deux raisons pour lesquelles ce projet est réaliste. Maintenant, comme je le disais au début, il faut que cette personnification soit bien réalisée juridiquement. Si elle est mal réalisée, ce sera une réforme ratée, qui n'aura pas véritablement de portée juridique, symbolique, et qui sera quelque chose d'éphémère et effectivement un gadget médiatique. J'ai essayé d'identifier 4 conditions pour éviter cela, 4 conditions pour que la personnalité juridique des animaux ait une véritable portée symbolique. La première concerne le choix des animaux à personnifier. Comme je l'ai dit à l'instant, la personnification n'a pas besoin de concerner tous les animaux. Quand on vous parle de personnification des animaux, c'est déjà quelque chose de très flou. À mon avis, le choix des animaux, comme je viens de le dire, doit porter sur des animaux qui ne sont pas exploités. Pourquoi ? Ce qui est spectaculaire avec l'idée de personnification juridique des animaux, c'est l'idée que les animaux vont être sur le même plan que les humains. Or, si vous personnifiez des animaux, par exemple, tous les animaux qu'on exploite pour nos fins, comme par exemple les animaux qu'on mange, qu'on envoie à l'abattoir, on aurait donc des personnes animales envoyées à l'abattoir. On ne serait pas du tout sur le même plan que la personnalité humaine. On ne tue pas les humains pour satisfaire nos désirs ou nos appétits culinaires. Bon. Si on veut donc qu'il y ait une véritable portée symbolique, si on veut que cet aspect d'égalité apparaisse par la personnification, il faut donc que les animaux qui sont personnifiés ne soient pas des animaux exploités. Les meilleurs candidats pour cette personnification seraient donc, par exemple, les grands singes, les dauphins, les éléphants, peut-être aussi les chiens et les chats. Voilà, en tout cas, ces animaux dont la vie, finalement, est respectée. Et on ne se soucie pas simplement de leur bien-être, comme on peut le faire, même si c'est très théorique encore, pour les animaux d'élevage, mais on se soucie également de leur vie qui est protégée. Actuellement, c'est le cas. Et donc, la personnification ne changerait pas véritablement l'état du droit à ce niveau-là. Sur un texte de loi en disant « les animaux sont des personnes », pour moi, ça ou rien, ce serait à peu près la même chose. Ce serait vraiment de la communication médiatique sans aucune portée véritable, en tout cas sur le plan juridique. Si on veut que la personnification ait une véritable portée juridique, il faut que ça se traduise par une modification des codes, et en particulier du code civil et du code pénal. Je vais prendre rapidement ces deux codes. Donc, dans le code civil, les animaux sont actuellement situés principalement au livre 2, intitulé « Des biens et des différentes modifications de la propriété », c'est l'article 515-14. Je vais envisager deux types de solutions, la meilleure solution et une solution un peu moins ambitieuse.
Peut-être que la solution privilégiée pour la modification du Code civil serait de déplacer les animaux personnifiés, donc, au livre 1, le livre des personnes, intitulé Des personnes, quitte à leur consacrer au sein de ce livre un titre spécifique. Une solution moins ambitieuse serait de modifier l'actuel intitulé du livre 2 pour distinguer les personnes animales des autres animaux, les animaux qui ne sont pas personnifiés et des biens, ou créer pour les grands singes ou les autres animaux appelés à les rejoindre un livre spécifique intitulé Des personnes non humaines. Pour ce qui est du code pénal, les animaux sont actuellement situés principalement au livre 5, intitulé Des autres crimes et délits, titre 2, autres dispositions, chapitre unique des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux. C'est l'article 521-1, 521-2. Une solution privilégiée serait de déplacer les animaux concernés au livre 2, intitulé Des crimes et délits contre les personnes. Là aussi, quitte à leur consacrer un titre spécifique au sein de ce livre. Une solution moins ambitieuse serait de simplement envisager un chapitre spécifique ou un titre spécifique intitulé Des crimes et délits contre les personnes non humaines dans le livre 5. Alors pourquoi ? Parce que le livre 5 ne sépare pas les humains des animaux au sens où il y a déjà des dispositions qui concernent des infractions, par exemple en matière de santé publique ou en matière d'éthique biomédicale. Donc je pense que laisser les animaux dans ce cadre-là ne serait pas préjudiciable outre mesure sur le plan symbolique. La condition 3 est celle de la terminologie. Quand on tue une personne, c'est un meurtre. La terminologie juridique qui s'applique aux personnes sur le plan pénal doit donc s'appliquer également, par exemple, aux grands singes s'ils sont personnifiés. Ça ne signifie pas forcément que les peines doivent être identiques, mais il est évident que si vous parlez de meurtre pour les personnes humaines et que vous ne parlez pas de meurtre pour les personnes non humaines, vous établissez un fossé idéologique qui réduit l'importance symbolique de cette réforme. Je viens à la dernière condition, le niveau de sanction. Donc, comme je l'ai dit à l'instant, on peut imaginer qu'il y a un écart pour des raisons symboliques, bien entendu, et idéologiques, entre les sanctions qui sont appliquées aux personnes humaines et les sanctions qui seraient appliquées aux personnes animales. Les atteintes, en fait, par exemple, mortelles, seraient moins réprimées. Mais il est important que le niveau de répression ne soit pas l'écart entre la répression des atteintes mortelles envers les personnes humaines et celle pour les personnes animales soit pas ridiculement grand. Parce que si l'écart est trop grand, bien sûr, là encore, c'est une manière d'atténuer beaucoup trop la portée symbolique de cette réforme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la vie de certains animaux est déjà protégée, les chiens et les chats, enfin les animaux domestiques, ceux qui sont dans nos foyers. Et si on s'en tenait à ce niveau de protection, qui est pour l'instant de l'ordre d'une simple amende, on aurait tout de même du mal à créer un intérêt symbolique tout à fait notable, puisque ce seraient des personnes dont la vie serait protégée par une simple amende. Voilà donc les 4 conditions. Selon moi, ce n'est pas un tour exhaustif de la question, mais je crois que c'est vraiment les points essentiels, en tout cas peut-être pas des conditions suffisantes, mais des conditions nécessaires pour arriver à une personnification juridique réussie sur le plan symbolique. Voilà, je vous remercie. En général, ceux qui plaident pour la personnification des animaux, les dauphins, les éléphants, les grands singes, insistent sur les capacités cognitives. Ils disent, parce qu'ils ont des capacités cognitives plus importantes, ce qui d'ailleurs se discute, c'est pas toujours vrai. On voit par exemple les cochons ont des capacités cognitives extrêmement importantes. Parce qu'ils ont des capacités très importantes, il faut leur accorder à eux et pas aux autres la personnalité juridique. Ça, pour moi, c'est une erreur. Moi, le seul critère, c'est la condition animale. Il faut personnifier les animaux qu'on n'exploite pas, tout simplement. Alors, ça va tomber du coup sur les grands singes, effectivement, et il est possible, il est tout à fait possible,
qu'on interprète collectivement cette personnification comme une sorte de reconnaissance de leur spécificité cognitive, mais pour moi, ça ne doit pas être le critère. Le critère, ça doit être effectivement quelque chose comme voilà, ces animaux ne sont pas exploités, nous, on n'a aucune raison de ne pas leur reconnaître la personnalité juridique, alors faisons-le tout simplement. Ça permet de ne pas exclure, je dirais, ontologiquement les autres animaux en disant bah, vous n'êtes que sensibles, ce qui encore une fois est contestable, ils sont très intelligents, les animaux qu'on mange aussi. Et ça permet, si vous voulez, de ne pas rentrer dans cette hiérarchisation des espèces finalement, et de se contenter de dire bah, finalement le seul critère c'est notre utilisation et notre incapacité pour l'instant à nous défaire d'une utilisation des animaux à des fins alimentaires ou d'autres fins. C'est notre propre limitation qui est en cause et pas une limitation cognitive des animaux personnifiés. Il y a une déclaration de conscience à Cambridge qui vise certains animaux, qui ne vise pas les lombrics ou les poux, qui vise vraiment les invertébrés, les vertébrés, à qui a été reconnue donc une conscience en 2012 à Cambridge par un grand nombre de scientifiques. Sur la base de cette déclaration de Cambridge, on pourrait parfaitement ne pas exclure l'ensemble des animaux concernés par la cause animale actuellement. Voilà, ça veut dire simplement que sur la base de cette déclaration, tous les animaux actuellement exploités par les humains pour des fins alimentaires ou autres sont éligibles à la personnalité juridique.